Et on est donc reparti pour cet épisode 6 de cette carrière avec la WWE, avec Stephanie McMahon en 2008. On vient de terminer WrestleMania sur une très bonne note. J'ai déjà commencé les grands changements au sein de la compagnie. Je vais faire un petit récap via un bloc-notes. Donc pour faire simple, j'avais plusieurs road agents qui n'étaient pas forcément très intéressants, que j'ai envoyé en développement, que ce soit OVW ou FCW, donc les trois noms que vous voyez, Branham Strong, John Laurinaitis et Rick Martel. J'ai fait repasser Dusty Rhodes dans le roster principal pour devenir road agent de l'ICW avec le Sergeant Slaughter. Et pour les autres road agents, Arrow, Arn Anderson, Dean Malenko conservent leur poste. J'ai fait revenir Tully Blanchard. Et à SmackDown, Pat Patterson et Ricky Stamboit sont toujours du côté de SmackDown. Antonio Inoki est arrivé pour compléter ça. Voilà. 3 road agents de Raw SmackDown sur les gros shows, 2 du côté de l'ECW. J'ai mis Dusty Rhodes pour qu'il aide à développer les jeunes, tout simplement. Voilà, rien de plus du côté des road agents. Pardon, excusez-moi. Au niveau des personnalités, il n'y aura plus que 3 personnalités du côté des shows. Un par brand, Michael Lace à Raw, Bruce Pritchard à SmackDown, Rod Simon du côté de l'ECW. Bon, voilà. Jack Corpella n'avait pas de branche et il est pas très bon, donc je l'ai envoyé en développement. Layla, c'est pareil. Layla, je l'ai envoyé en développement pour travailler ses skills. Il y a peut-être possibilité qu'elle revienne et qu'elle catch, parce que normalement c'est une catcheuse, fin des années 2000, donc pourquoi pas. Au niveau des figures d'autorité, on a cliné Stephanie McMahon et la Chairman, Roddy Piper, le GM de Raw, Theodore Long, le GM de SmackDown, Paul Heyman, le GM de la ECW. On avait plusieurs figures avant comme Mike Foley, Stone Cold, et je crois qu'il y avait d'autres noms. Voilà. On a fait du tri, il nous reste plus que ces 4 personnes. C'est les 4 personnes les plus importantes sur chaque roster. Au niveau des arbitres, pareil, on a fait du tri, on a fait comme les road agents, 3 arbitres sur Raw et SmackDown, 2 sur l'ICW et on a envoyé 4 arbitres en développement parce que c'était quand même faible. Donc autant qu'ils arbitrent là-bas, que ça gêne pas les shows principaux. Il y avait Anarchy qui nous avait rejoint en cours de jeu là, je crois que c'était au mois de février, donc il est intégré au roster de Raw, ce qui remplace Shane Payton si je dis pas de bêtises. Et intéressant en refereeing, je crois qu'il a 77, donc c'est plutôt cool. Au niveau des color commentators, alors du côté des 2 shows principaux Raw et SmackDown, j'ai décidé de passer à 2 color commentators. Donc Jerry Lawler sera accompagné de Steve Austin. Et à SmackDown, Jonathan Coachman sera accompagné de Michael Cole. Du côté de la AEW, on garde seulement Taz. Au niveau des annonceurs, donc les annonceurs principaux qui seront à la table de marque. Du côté de Raw, ça sera Jim Ross. Du côté de SmackDown, ça sera Vince McMahon. Donc Vince, en fait, que j'ai prolongé parce qu'il était en fin de contrat. Et Vince, je voulais plus qu'il soit une figure d'autorité. Voilà, je veux entamer cette transition avec Stephanie McMahon et il a des notes incroyables, il a 90 en announcing, 91 en color, un truc comme ça, ou l'inverse, donc voilà. Il avait une place logique sur la table des commentateurs en tant qu'annonceur, voilà, il va prendre place. Et aux côtés de la ICW, Joe Styles, on reste pareil. Au niveau des intervieweurs ring, donc Liane Garcia sera du côté de Raw, Macadam Lee sera du côté de SmackDown, Tony Scheimel sera du côté de la ECW. Au niveau des interviews backstage, Todd Grisham sera à Raw, Josh Matthews sera à SmackDown et Tony Scheimel fera également les interviews backstage à l'ECW, pas besoin d'un mec en plus. Par contre, on a envoyé à développement Justin Roberts qui est vraiment trop juste en micro et tout. Donc on préfère l'envoyer en développement, qu'il améliore ses stats. A noter que chez les filles, on a envoyé F. Torres, Michelle McCool et Maryse en territoire de développement, pardon.
Il y avait besoin. En termes de niveau, c'était trop juste. Je préfère les faire revenir en 2009, mais là, 2008, F Torres, c'est vraiment la... En termes de niveau, c'est pas possible. Il faut qu'elle reste en développement, pour l'instant. Et du coup, j'ai décidé de réhabiliter un deuxième titre. Parce qu'en fait, je voulais faire que sur une division féminine, que sur une branche. Mais en fait, on a pas mal de catcheuses. Et du coup, on va laisser à Raw et à SmackDown. Et à SmackDown, il y aura du coup un nouveau titre qui sera présenté plus tard. Mais voilà. Donc du coup, on va pouvoir attaquer les segments de draft. On va attaquer Raw. Sachez que j'ai laissé... Bon, bah voilà. Hein. Bon, je voulais cacher, mais bon, il y aura... J'ai des signatures. Alex Shelley, Chris Chabin nous rejoindront très bientôt, dans une semaine. Du coup, on va se diriger directement vers le premier show de cet épisode, Raw. Je fais le booking et on va se retrouver pour le show. The Rock et Mick Foley, ils aiment les jeux de cartes, pardon. Bon, c'est parfait. Écoutez, ça met de la bonne ambiance, vestiaire. Alors, pour l'instant, pour la draft, je vais laisser chaque brand... avec tout le monde qui peut participer sur les 3 shows. Une fois que la draft sera terminée, chaque catcheur ne catchera uniquement dans sa brand, sauf pour les pay-per-view. Voilà, comme ça au moins on est clair. On va donc passer au booking. On se retrouve de suite pour le début du show. Allez, à de suite. Allez, on est donc parti pour cette nouvelle génération, cette nouvelle ère, comme l'annonce Stephanie McMahon, pour ce premier segment de Raw post-WrestleMania, rating de 74. Stephanie McMahon, qui est toujours aussi à l'aise au micro. Elle annonce, voilà, tout simplement le début de la nouvelle ère, elle remercie le public et elle retourne backstage. On retrouve les 3 GM des 3 brands qui lancent officiellement la draft avec les premiers choix qui auront lieu durant cette soirée, puisqu'il y aura les choix 1, 2, 3 pour les 3 branches de la WWE, et c'est SmackDown via Paul Heyman qui commencera. Rating de 69, on est sur quelque chose de plutôt correct. Et avant cela, on va commencer par un match simple entre Melina Perez et Mickie James. Melina Perez qui avait pris le titre des Women's lors de WrestleMania. Elle va conserver son titre en trichant. Melina Perez fait sa première défense de titre, 61 pour Perez, 66 pour Mickie James. La storyline se termine ici, rating de 61. Premier match tranquille. Voilà, il fallait que je termine cette storyline. Cette chose faite. Très bien. On va pouvoir passer à la suite. Et on attaque avec le premier, le premier choix de draft pour la ECW. Paul Heyman va piquer ses choix 1, 2 et 3. Et il va choisir Vladimir Kozlov, Evan Bourne et Ted DiBiase Jr. Rating de 29, c'est rincer les fesses, mais surtout que certains n'ont pas de popularité, et je pense que c'est là où ça a un peu pêché. Bon, on va rester sur ce segment. De toute façon, ils vont prendre de la popularité du côté de la ICW. C'est pas très grave. Bon, c'est pas foufou, mais bon, c'est voilà, je m'inquiète pas trop. En plus, c'est les choix de la ICW, c'est pour ça que je les ai mis bas dans la carte. Parce que je m'attendais à que ça bide. Bref, on passe ensuite à un match simple entre Chris Jericho et Snitsky. Chris Jericho va battre Snitsky en 1 minute 46 avec les Walls of Jericho. Match tout à fait honnête de Chris Jericho. 86 pour sa part, 50 pour Snitsky. On a un rating total de 64. Bon, c'est correct pour de la mid-card. Chris Jericho qui prend un peu de momentum parce que j'ai des plans pour lui pour la suite. Voilà, c'est plutôt cohérent et plutôt bon. On enchaîne avec les choix de draft de Raw, et Roddy Piper ne rigole pas puisqu'il va piquer
Enfin, il va sélectionner, pardon, parce que oui, pick, c'est pas... Ouais, bref. Matt Hardy, le tout nouveau Money in the Bank winner, Bobby Lashley et CM Punk. 3 choix assez intéressants, 3 choix de jeunes catcheurs. Roddy Piper veut redynamiser son brand, 74 de rating, c'est très très bon. Raw qui fait plutôt 2 bons choix. Et on passe ensuite un match simple entre Shawn Michaels et Carlito. Faut que j'enlève Carlito de... Ouais, je viens d'y penser, je viens de voir. Je vais me le noter parce que je vais oublier. Santino, Marella et Carlito. Excusez-moi, je fais ça en direct, mais bon, au moins c'est fait. Bref, donc Shawn Michaels qui remporte le match facilement. 61 de rating, c'est dommage. 91 pour Shawn Michaels, 60 pour Carlito. Voilà, vous voyez, il y a un petit truc, Carlito qui va préparer un face turn. Puisque à l'après ce match, Shawn Michaels va venir congratuler Carlito, va lui serrer la main. Carlito va serrer la main, bon, il va vite partir, mais il lui serre la main. Il va pas l'attaquer ou quoi que ce soit. Voilà, on va commencer à planter des petites graines pour le face turn de Carlito. Un mec pour lequel j'ai 2 nouveaux projets. 75, c'est très très bon. On va continuer. On enchaîne avec le dernier combat de la soirée et Randy Orton remet son titre en jeu contre Triple H. Il va bien évidemment remporter le match en cédant des cordes illégalement. Randy Orton fait sa 6ème défense de titre. 85 pour Randy Orton, 90 pour Triple H. Rating de 83. Randy Orton qui célèbre sa victoire. Et juste après ce match, Theodore Long va choisir ses 3 choix pour SmackDown. Et c'est la grosse surprise. Theodore Long va sélectionner du très lourd avec Triple H, The Rock et Jeff Hardy. Gros choix pour SmackDown. Et on va voir Randy Orton qui est mort de rire, qui est complètement écroulé de rire lorsqu'il apprend que Triple H est sélectionné du côté de SmackDown. Cela veut dire que leur storyline va se terminer ainsi. Rating de 86 pour le dernier angle. Fin du show, c'est bon. Et on fait un très bon 79. On est monté en gamme sur le show, c'était bien, c'était bien booké. On fait un rating de 79, la popularité augmente dans 32 régions, c'est parfait. On se retrouve du coup de suite pour le booking de l'ECW et de SmackDown. Allez, à de suite. Allez, c'est donc reparti, on se retrouve pour ECW on Sky-Fi. Avec, bien évidemment, la draft qui est présente du côté de la ECW, avec une légère différence par rapport à Raw ou SmackDown. Il n'y aura que 2 picks. Donc les choix 4 et 5 pour les 3 brands aujourd'hui. Pardon, les 3 GM sont donc présents. Rating de 67. C'est tout à fait... c'est tout bonnement bon. Pour la ECW, franchement, rien à dire. On attaque avec de suite un premier match entre Evan Bourne et Kid Cash. Evan Bourne va défaire Kid Cash en 6 minutes 59. Evan Bourne fait un 70, Kid Cash un 50. Par contre, la foule ne comprend pas pourquoi il y a un match entre des jobbers dans le show principal. Ouais, il va falloir que les gens apprennent que Evan Bourne n'est pas un jobber. Après, le problème, c'est qu'ils sont tous comme opener. Et malgré ses bonnes notes, Evan Bourne, ça va être compliqué. Bon, on fait un rating de 26. C'est pas incroyable, mais bon. C'est pas grave. Ce n'est que le premier match. Ah, et en plus, Kid Cash s'est blessé. Bon, c'est parfait. On enchaîne avec le premier choix pour la ECW et pour les bands qui va drafter D.H. Schmidt et T.J. Wilson qui forment la Hart Dynasty. Choix plutôt cohérent pour la ECW. Rating de 30, bien évidemment, ils ne sont pas assez connus. C'est ce qui va pêcher sur cette note. Mais c'est plutôt honnête.
On enchaîne avec un match décent entre Big Daddy V et Perry Saturn. Victoire logique de Big Daddy V avec son Sex Drive. 60 de notes pour Big Daddy V, 56 pour Perry Saturn. On fait une note totale de 63. C'est plutôt honnête. On enchaîne avec Roddy Piper qui va faire les choix 4 et 5 pour sa branche. Et il va faire des choix surprenants. Il va prendre Chuck Palumbo de SmackDown et Nunzio de la ECW. Après, ce sont des choix qui se justifient, des catcheurs qui ont de très bonnes performances in-ring. Est-ce que cela sera suffisant pour Raw? Ça, c'est une autre question. On verra bien par la suite. Désolé, j'étais en train de boire mon café. Alors, Eman qui lance un nouveau titre à la ECW. Il annonce le retour du ECW Television Championship. Et il annonce un tournoi avec notamment, il va citer 4 noms, mais il y aura 8 participants à ce tournoi. Il va citer Colt Cabana, Kofi Kingston, Luke Harper et Jack Swagger. Rating de 55. Pour les man, quand il s'agit de parler, il n'y a pas de souci. Rating tout à fait correct. On va donc enchaîner avec les choix de draft de SmackDown. Et là, une nouvelle fois, là encore, Theodore Long va faire des choix très intelligents. Il va sélectionner John Morrison et The Miz, les actuels champions SmackDown par équipe. Rating de 66. Je me fais pas trop de soucis, sachant que John Morrison a déjà eu un passé du côté de Raw. Je sais pas s'il avait eu en tant que Johnny 3 à SmackDown. Enfin bref, il est connu des radars. The Miz s'est fait un nom grâce à son association et son Miz TV. 66 de rating, c'est vraiment très bon. On enchaîne avec un match entre Tommy Dreamer et Vladimir Kozlov pour le titre de la ECW, le World Heavyweight Championship. Match plutôt intéressant. Tommy Dreamer va battre Vladimir Kozlov en 8 minutes 55 avec son Dreamer DDT. Très bonne note de Tommy Dreamer qui nous fait un 72, je suis très content. Ils ont une très bonne chemistry entre Tommy Dreamer et Kozlov, donc c'est plutôt intéressant. Kozlov nous fait un 53, mais Kozlov a encore une grosse marge de progression. Il a très bon basique, psychologie, donc c'est plutôt intéressant. On verra par la suite, mais je suis assez content. Par contre, je viens de voir que Tommy Dreamer s'était blessé. Enfin, je regarde, j'espère que c'est pas grave comme blessure. Merci Dusty. Et on va terminer par un petit segment où Big Daddy V est jaloux du succès de Tommy Dreamer et il va venir l'attaquer après son match. Vladimir Kozlov va même se joindre à lui. Et voilà, on va terminer ce show sur les méchants qui restent forts. Tommy Dreamer, lui, est au milieu du ring. Il s'est fait passer à tabac. Rating de 56, c'est un petit peu dommage, mais bon, on vient tout juste de débuter la storyline. C'est pas très grave, ça gagne un petit peu de hit, ça avance, donc c'est déjà ça. On va terminer le show sur un 62 tout à fait honnête. Moi, tant que c'est au-dessus de 60, ça me va, donc c'est plutôt une bonne chose. Allez, on perd pas de temps et on se retrouve de suite pour le booking de SmackDown. À de suite. Et on est donc parti pour le SmackDown de cette première semaine d'avril avec Theodore Long qui accueille ses deux compères, Paul Heyman et Roddy Piper pour la dernière partie de cette draft qui s'arrêtera à la fin de ce show puisque chaque brand va drafter 8 personnes, sachant que Raw et SmackDown auront des drafts, auront drafté quelque chose féminine que j'ai pas compté dans cette draft, parce qu'après ça allait poser souci face à la CW, je voulais pas mettre ça de côté, donc on part avec ce segment de 61, c'est pas foufou, mais bon, on avance de suite, et on attaque avec un premier match entre Victoria et Emi Sakura. Victoire logique de Victoria qui nous fait un très bon 57, Emi Sakura nous fait un 40. Qu'est-ce qui a peiné dans ce match? Inconsistance et very low experience pour l'announcing. Bon, c'est dommage, mais bon, je peux pas y faire grand chose. On fait donc pourtant l'announcing a boosté le match. Ouais, bon, c'est dommage. 54, c'est quand même tout à fait honnête. C'est mieux que ce qu'on pouvait avoir par le passé. Surtout qu'Emi Sakura est quand même quelque chose d'assez intéressante. Voilà, on passe donc au premier segment et on retrouve Theodore Long
qui annonce la création d'un nouveau titre féminin pour SmackDown, le World Women's Title. Il annonce qu'un tournoi sera effectué et qu'elles seront 4 à lutter pour ce titre, enfin, à avoir une chance pour ce titre. Emi Sakura, Takako Inu, Victoria et Tori Wilson. Voilà, vous l'aurez compris, petit segment pour mettre en valeur ce titre féminin. On enchaîne, oulala, c'est terrible. On enchaîne avec un nouveau segment, un nouveau pick de draft pour la ECW et Paul Heyman annonce l'arrivée de Luke Harper, Colt Cabana et Jack Swagger. Du côté de la ECW, c'est plutôt un bon segment, je pense qu'il manque de popularité. Ouais, et les announcings sont pénalisés pour leur peu d'expérience. Bon, c'est pas très très grave. On va rester là-dessus, même si c'est qu'un 30. Voilà, la ECW est en train de chercher ses nouvelles têtes. Et c'est plutôt intéressant. On attaque avec un match par équipe assez inédit à la WWE entre les Hooligans, l'équipe de Brian Kendrick et Paul London qui affrontent The Naturals, André Chase et... Andy Douglas et Chase Steven qui sont une équipe connue sur le circuit indépendant et qui ont été recrutés par la WWE et notamment la branche SmackDown. On va regarder les notes. Paul London et Brian Kendrick sont excellents, 88 et 91. C'est monstrueux. 39 pour Chase Steven, 50 pour Andy Douglas quand même, c'est intéressant. Rating total de 60. C'est bien. Les Hooligans qui prennent un peu de momentum, c'est plutôt intéressant. Et on passe au pick de Raw qui vont sélectionner, excusez-moi, le Big Show, Vader et Lance Storm. Des choix intéressants, des poids lourds, notamment Big Show et Vader. Lance Storm, c'est du catch technique. Il a fait ses gammes du côté de la ECW pour son retour. Il a tout de suite convaincu. Il est donc transféré du côté de Raw. Rating de 72. C'est très bon. Et on voit Rey Mysterio qui apparaît à l'écran et qui lance un Open Challenge pour son titre des États-Unis. La foule réagit bien. 76. Et c'est Shelton Benjamin qui va se pointer. Rey Mysterio va défaire Shelton Benjamin en 14 minutes 09. Rey Mysterio fait sa première défense de titre des États-Unis. Rating de 74. 84 de notes pour Rey Mysterio quand même. C'est très bon. Shelton Benjamin nous fait un 75. Et very low experience. Ouais, bon, les announcing qui pénalisaient pour le peu d'expérience. Bon, ça viendra avec le temps. De toute façon, je peux pas y faire grand chose. Ça fait quand même un rating de 74. C'est plutôt satisfaisant. On va garder, voilà, ce côté positif. On passe avec les choix de SmackDown, les derniers choix de la draft. Bon, c'était pas une surprise. Theodore Long annonce du coup l'arrivée officiellement des Hooligans. C'est Hooligans ? Je m'en rappelle plus. Bon, de Brian Kendrick et Paul London. Et la troisième personne qui n'était pas annoncée est autre que Chavo Guerrero qui rejoint donc la branche bleue. Chavo qui a été un champion ECW. Il est plutôt intéressant. Est-ce qu'il aura une chance pour un titre mineur comme le titre des États-Unis ? C'est une bonne question. Rating de 65, c'est plutôt correct. On va passer au dernier match de la soirée. Et je suis très déçu par cette note. Dans un bon match de catch et une bonne réaction de la foule, Edge va battre Jeff Hardy et Mark Henry dans un triple free match. Quand Edge va battre Mark Henry par pinfall, après avoir usé des tactiques déloyales, notamment suite à une distraction de Vicky Guerrero sur Mark Henry. Edge a été excellent, 90 de notes, 76 pour Jeff Hardy, 51 pour Mark Henry. On fait un 70. Est-ce qu'il y a seulement l'announcing qui était pénalisé ? Non, les booking décisions, ouais. Et Jeff Hardy qui était sous l'usage de drogue et ça a affecté sa performance. Aïe 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 aïe. Ah ouais, c'est le problème avec Jeff Hardy. C'est à une époque où, bon, c'était malheureusement régulièrement le cas pour lui. Bon, on fait un 70, c'est dommage, ça va nous plomber la note.
Et derrière, on va voir Edge qui va, suite à cette victoire, prendre un micro. Et aux côtés de Vicky Guerrero, il va annoncer qu'il veut un rematch pour le titre World Heavyweight. The Undertaker va se pointer et lui dit qu'il ne mérite pas sa chance. Et c'est à ce moment-là que la musique du game Triple H va retentir dans la salle. Triple H veut lui aussi sa chance pour le titre World Heavyweight de Edge. L'Undertaker dit aux deux de se débrouiller, mais il n'affrontera qu'une seule des deux personnes lors du prochain pay-per-view, qui me semble que c'est Backlash si je dis pas de bêtises. Rating de 79, ça fait remonter un petit peu la note. On fait un 73. Je m'attendais beaucoup plus du Triple Threat Match. On perd de la popularité dans 2 régions, on augmente dans 19. Bon. Il faut qu'on fasse de meilleures notes. Il faut qu'on fasse du 75 parce que sinon on va pas s'en sortir. Bon. C'est pas très grave. On va pas non plus se prendre la tête avec ça. On fait un 73. C'est correct pour cette première semaine de booking. On va se retrouver du coup dans quelques jours pour le booking de Raw de cette seconde semaine. À de suite. Bon, on va attaquer ce show de Raw. Avant de commencer, j'ai remarqué que j'avais pas assigné les catcheurs dans les bons brands. Je les avais laissés comme c'était. Heureusement qu'il y a une petite touche qui permet de modifier ça parce que j'avais mis en exclusivité chaque catcheur qui était relié à un brand devait catcher dans sa branche et ne pouvait pas catcher chez les autres. J'ai chaud aux fesses. Je vais le modifier après ce show, mais voilà, c'était la petite sueur du booking. Et on commence avec un premier match de catch entre Natalya et Jillian Hall. Jillian Hall qui va gagner Natalya avec un roll-up rapide. Rien de... Non, enfin, un roll-up, pardon. C'est tout simple. Rating de 37. Jillian Hall fait un 39. Natalya fait un 34. Bon, Natalya est déjà assez intéressante. Pour des débuts, elle fait déjà 34. Je voulais donner la victoire à Natalya sur un roll-up. Elle n'a pas voulu, Jillian Hall, mais je pense que Jillian Hall ne fera pas très long feu chez nous. Natalya va prendre un peu d'expérience, un peu de popularité, et puis après c'est ciao pour Jillian Hall. Et Jillian Hall qui ne peut pas catcher sur des matchs le plus longs, parce qu'elle n'a pas de in-ring. Yes, merci Ricky. Et après ce match, Melina va attaquer Natalya. Jillian Hall va juste regarder, ça lui fait plaisir. Melina Perez qui ne semble pas apprécier que de nouvelles têtes se pointent du côté de la WWE et de Raw. Et elle attaque du coup les petites jeunes. Pas très sympa, mais elle veut se faire sa place, elle veut garder son titre. Elle a peur des nouvelles têtes. On en saura plus dans les semaines à venir. Rating de 44, c'est faiblichon. On l'attaque avec un match par équipe et premier match pour les Motor City Machine Guns du côté de la WWE, les grosses recrues de ce post-WrestleMania. Ils affrontent Nunzio et Super Crazy dans un très bon match de catch, 12 minutes 21. Les Motor City Machine Guns remportent le match, 73 pour Chris Sabin, 84 pour Alex Shelley. Rating général de 74. C'est très prometteur pour les Motor City Machine Guns. Franchement, ils ont des notes excellentes. Et ça confirme que la TNA a une grosse division par équipe qui est vraiment très très intéressante. Bien plus que celle de la WWE en 2008. Et c'est pour ça qu'on va s'appuyer sur ces deux hommes. Et ces deux hommes vont donc annoncer leur objectif. Les titres par équipe de Raw, donc les World Tag Team, qu'ont Cody Rhodes et Hardcore Holly. Il y a une première confrontation de loin entre ces deux équipes, mais je pense que ce ne sera pas la dernière. Mike Foley a été nommé, comme il était figure d'autorité, j'ai nommé manager, et il sera manager de Cody Rhodes. Je pense que c'est une bonne idée pour l'aider sur ce genre de segment. Pour l'instant, ça a l'air de bien fonctionner. Bon, rating de 50, c'est quand même pas foufou. Voilà. Pour être gentil. On va donc derrière enchaîner avec un rating de 61 pour ce match entre CM Punk et Lance Cade. Très bon match de CM Punk qui bat Lance Cade en 9 minutes 10. Et CM Punk qui nous fait un 75 de in-ring performance. Il est très bon.
Pas étonnant qu'il ait été transféré dans le roster principal. Landscape fait quand même un 58, c'est honnête, c'est plutôt correct. Je suis plutôt satisfait. Et derrière, Punk. Punk annonce qu'il veut un titre secondaire. Son objectif serait le titre intercontinental, mais Mr. Kennedy arrive, il n'est pas content, il lui a dit qu'il n'est pas à la hauteur de Mr. Kennedy. À aucun moment il pourra remporter, ce titre. Gros rating de 71, segment très intéressant et CM Punk qui fait forte impression pour ses débuts du côté de Raw. On enchaîne avec un segment incroyable de 85. Shawn Michaels se prépare pour son match de ce soir et il croise Y2J. Il le salue. C'est assez bizarre parce que Y2J va regarder Shawn Michaels. Bon, il va même pas le saluer, il va partir. Chris Jericho quand il est un peu bizarre avec Shawn Michaels. Bon, voilà, rien de plus. Petit segment pour occuper, 85 de rating. Non. On enchaîne avec un excellent match, un superbe match. Shawn Michaels va défaire Umaga en 12 minutes 55. 91 de notes pour Shawn Michaels, 68 pour Umaga. On fait un rating de 74, c'est très bien. Shawn Michaels a fait une très bonne performance, il est incroyable. Shawn Michaels mériterait certainement mieux. Et on enchaîne avec le main event de cette soirée. Et c'est un incroyable 83. John Cena va battre Bobby Lashley dans un match de 15 minutes 31 avec son FU. John Cena fait une in-ring performance de 83. Bobby Lashley nous fait 73. Franchement, très très bonne note. C'est top. On termine le dernier match de la soirée est un banger, 83. Et derrière, Orton va arriver au ring parce que John Cena veut avoir une nouvelle chance pour le titre. Randy Orton va lui annoncer de suite ce n'est pas bon, il ne souhaite pas réaffronter John Cena. Il attend une décision du GM, mais pour lui, John Cena a eu sa chance à plusieurs reprises et il faudra qu'il lâche la main. C'est son avis. Est-ce que le GM sera de cet avis-là ? C'est vrai que c'est plutôt logique au vu de ce qui s'est passé ces dernières semaines. Est-ce que John Cena va avoir gain de cause ? On en saura plus. Rating de 79 et on fait un très bon show. On fait un 80. La popularité qui augmente dans 32 régions. Du côté de Raw, je pense que j'ai trouvé mon rythme de croisière. J'espère que ça arrivera du côté de SmackDown. Là, avec avec la draft et l'amélioration des rosters et tout, je pense que ça va être intéressant. J'ai pas fini, il risque d'avoir encore quelques petites arrivées, je pense, sur certains rosters pour compléter, pour me donner un petit plus à tout ça. Mais c'est intéressant. Voilà, on finit sur une très bonne note de ce show de Raw. Je vous donne rendez-vous d'ici quelques jours pour ECW. Allez, à de suite. Allez, c'est donc parti pour le show ECW avec, dans ce premier segment, on voit Big Daddy V qui arrive à l'arène accompagné d'Elijah Burke et Big Daddy V est ravi, il est content, c'est la première fois qu'on le voit avec le sourire. On entend qu'il prononce le nom de Tommy Dreamer, mais voilà, on n'en sait pas plus. En tout cas, Big Daddy V est très heureux, rating de 69, c'est parfait pour débuter le show. On enchaîne avec un match compliqué entre Colt Cabana et Kid Cash. À la surprise générale, Colt Cabana va remporter son combat. Belle victoire de Colt Cabana qui passe le premier tour de ce tournoi. Bon, rating de 21. Bon, bien évidemment, comme c'est des jobbers, c'est ça qui va poser problème. Je vais voir si je peux pas les modifier, les passer à un lower, mid-carder, enfin augmenter certains mecs dans les branches parce que là c'est compliqué en termes de notes. Parce que sur le papier, Colt Cabana fait un 52 quand même. Une ring performance assez intéressante. Par contre, le rating total est très mauvais, 21. On a un... Ouais, 47 pour Kid Cash, en plus, qui n'est pas un jobber. Kid Cash qui est quand même quelqu'un d'assez intéressant. C'est dommage, parce que tout était presque bon. Assez déçu.
On passe un segment backstage avec Jock Swagger qui se moque de Kofi Kingston qui était un peu dans ses pensées, un peu en manque de confiance, un peu en manque de confiance de lui. Il est accompagné bien évidemment par sa manager Kelly Kelly. Voilà, c'est juste Jock Swagger qui passe, qui se moque un peu de lui. Segment très court, ça fait un 42. On met un peu de filles à la télé parce qu'ils en demandent malheureusement sur le segment, enfin sur le produit WWE. Il faut qu'il y en ait un minimum. Et comme j'ai pas de catcheuse, bah j'ai pas le choix que de mettre une manageuse. On enchaîne avec le combat suivant. Et dans un match terrible de catch avec aucune hit, Luke Harper va défaire le Boogeyman en cédant des cordes. 42 de rating. Le Boogeyman qui se fait surprendre par Luke Harper, pardon. 39 de notes pour Luke Harper, 48 pour le Boogeyman. Petite surprise de Luke Harper qui s'impose face au Boogeyman. Bon, de toute façon, il a un ring assez intéressant, Luke Harper. Avec les années, je pense qu'il sera vraiment très bon. On fait un 42, c'est honnête. On enchaîne avec un combat qui oppose Evan Bourne à Matt Striker. Et dans un match plutôt intéressant, Matt Striker va défaire Evan Bourne en 8 minutes 17 avec son STF. Evan Bourne nous fait un 54, Matt Striker un 50, rating de 55. De catcheurs qui sont très intéressants, même si Evan Bourne, je pense que je vais revoir son positionnement sur la carte parce qu'il ne mérite pas d'être opener alors qu'il a quand même un très bon une très bonne in-ring performance. Donc on va voir ce qu'on pourra faire, mais ça reste un rating 55, c'est décent, donc c'est intéressant pour la suite. On apprend dans ce segment que Tommy Dreamer est out. L'attaque de la semaine dernière a été fatale au catcheur, au champion de la ICW. Et malheureusement, Tommy Dreamer va devoir laisser libre son titre de la ECW. Un tournoi sera organisé très prochainement. Et Paul Heyman qui annonce que le vainqueur du prochain match aura une opportunité de participer. Enfin, le vainqueur du prochain combat se qualifiera pour un match pour le titre ECW. Bon, il a une opportunité au titre tout simplement. Rating de 55, c'est plutôt correct. Et on passe au match suivant entre le Roadkill qui est de retour, ce qui était en développement, et qui affronte Elijah Burke. Et dans un match plutôt intéressant, le Roadkill va s'imposer en 13 minutes 45. 52 notes pour le Roadkill, 50 pour Elijah Burke, 52 de rating, c'est pas foufou, j'ai peur que ça plombe la note, qu'on soit en dessous des 60. Bon, voilà, là il va falloir trouver des nouvelles têtes de série, parce qu'à part Big Daddy V et allez, peut-être Spike Dudley ou Stevie Richards, c'est très compliqué, donc on va voir. On va voir ce qu'on va pouvoir proposer. On termine ce show sur un terrible 54, ah là c'est pas bon. Bon, après... La ICW, c'est pour ça que je veux plus la pusher comme je voulais le faire au début, parce qu'en fait, si je veux développer vraiment mes catcheurs, les territoires de développement, c'est un petit peu compliqué de compter dessus. Et là, c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour pouvoir développer des catcheurs qui sont peut-être un peu trop forts pour le développement, mais pas assez forts pour Raw ou SmackDown. Donc bon, on va passer par là. La ICW se transformera progressivement, un petit peu comme ce qu'a été la ICW version WWE. Mais bon, voilà, on termine de coup ce show avec un 54, on se dirige vers SmackDown, je vous dis à de suite pour le booking. Allez, on est parti pour ce premier match de SmackDown, et c'est un match féminin pour débuter le show entre Emi Sakura et Takako Inoue. Match dans le tournoi pour se qualifier pour le WWE World Women's Championship. Takako Inoue va battre Emi Sakura en 9 minutes 43. Très bonne prestation des deux catcheuses. 41 pour Takako Inoue, 36 pour Emi Sakura. L'avantage avec ces catcheuses japonaises, c'est que là, les in-ring performances ne sont pas forcément incroyables. Mais par contre, elles peuvent faire un match de 10 minutes sans problème. Et ça, franchement, c'est top. Ça prendra du temps pour qu'elles prennent de l'importance au sein de la fédération, même qu'elles soient acceptées par le public et tout. Mais c'est quand même une très bonne chose.
Takako Inoue, du coup, qui se qualifie pour la finale de ce tournoi, rating de 42. C'est plutôt honnête, c'est un bon match. C'est sûr que c'est pas fou, hein, la foule n'est pas forcément incroyable. Ouais, l'announcing quality qui pêche un petit peu, bon, c'est pas très grave. On reste sur un 42, c'est correct et honnête. Et on passe au match suivant avec le retour de Festus, qui est revenu de blessure, du coup qui fait équipe avec son partenaire Jace Gorley. Et ils affrontent aujourd'hui The Edgeheads, pardon, plutôt c'est mieux dans ce sens-là. Et The Edgeheads vont remporter le match quand Zack Ryder va faire le tomber sur Festus avec le Long Island Express. Petit match pour remettre tout le monde dans le bain. 52 de rating, c'est plutôt honnête. Festus fait un 32, pardon, il est un petit peu en difficulté. Jess Gordy fait un 42. Et par contre, Zack Ryder et Kurt Kids font un 50 et 55. C'est très bon, je suis plutôt content. Et Jess Gordy était office game en plus. Donc, il y a quand même possibilité de faire mieux. 52, c'est un petit segment pour voilà, donner un peu de momentum aux Edgeheads. Voilà, on passe à un segment backstage et on voit Kane et Jamie Noble qui se dirigent vers le bureau du GM Theodore Long et ils vont lui demander une toute dernière chance, chose que Theodore Long va accepter et ils auront donc le droit à un match retour contre Le Miz et John Morrison lors du prochain pay-per-view. Rating de 66, c'est tout à fait honnête. On passe à un très bon match de catch entre John Morrison et Paul London. John Morrison va défaire Paul London en 10 minutes 40 grâce à une intervention, une distraction du Miz notamment. Rating de 74, 69 pour John Morrison. 74 pour Paul London. Faut que je change sa gimmick à Paul London. Elle est plus bonne à chaque fois. Elle n'est pas suivie. Bon, bref, on fait un 74 de rating. C'est très bon. Et Theodore Long qui du coup a vu la tricherie du Miz et annonce que la semaine prochaine Kendrick aura une chance de venger son coéquipier en affrontant The Miz lors du SmackDown de la semaine 3. Rating de 63, c'est honnête. On passe ensuite à un segment, on voit Triple H qui est prêt à se battre, qui va se rendre sur le ring pour son combat de ce soir, et Edge qui apparaît avec Vicky Guerrero et qui lui annonce qu'il n'aura pas sa chance au titre World Heavyweight contre l'Undertaker. Lui et lui seul iront redéfier le Dean Man, rating de 63. Triple H qui reste concentré sur son match, même si il s'attendait pas à que Edge apparaisse avant son combat. On passe ensuite sur son combat, un très bon match de catch entre Triple H et Shelton Benjamin. Victoire logique de Triple H en 13 minutes 24. Ric Flair qui fait du bon travail en tant que manager de Triple H. Et ouais, Ric Flair, je savais pas, je voulais le mettre occasional wrestler, il a pas voulu. Du coup, je vais le mettre manager parce qu'en fait, il veut être toujours main eventer, sauf que dans le jeu, il a pris sa retraite contre Shawn Michaels, sauf qu'il veut pas vraiment prendre sa retraite. Même si ses performances in ring ne sont pas bonnes, donc je vais essayer de le mettre un petit peu plus à l'écran, peut-être faire des trucs, voilà. Avec Ric Flair, je sais pas si ça marchera, mais en tout cas, on tente quelque chose, les deux sont face, donc voilà, ils se connaissent. 90 pour Triple H, 77 pour Shelton Benjamin. Qu'est-ce qui a manqué pour... Et le match était trop court. Avec un match plus long, on aura une meilleure note. Putain, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Bon, c'est pas très grave. Et on passe à un segment où on voit The Rock qui annonce son retour du côté de SmackDown. The Rock is come back to SmackDown. Sauf qu'il va être interrompu par Batista. Et Batista, il en a rien à faire. Batista, il arrive, il dit « Mais on s'en fout, The Rock, que tu sois là. On a d'autres chats à fouetter. Va voir Arrow si on n'est pas là-bas. » Enfin voilà, du coup, il enchaîne The Rock. Moi, je suis pas très bon en trash talk. The Rock, Batista sont bien meilleurs. Voilà, petite prise de tête entre les deux qui va découdre sur un combat. Et dans un match exceptionnel, Batista va remporter le match
par disqualification contre The Rock, puisque The Rock a pété un plomb, a pris une chaise et a fracassé Batista au milieu du ring. Il en avait marre, The Rock, il a fait couper le match. Excellent rating, 80 pour Batista, 90 pour The Rock. C'est parfait. Franchement, rien à dire. Rating de 80, le show se termine là-dessus. On fait un 78. Ah Ah, je suis déçu, je m'attendais à un 80 parce qu'on fait deux très bons segments. Bon, il n'y a pas que ça qui est pris en compte malheureusement. Mais un show de SmackDown très très solide. On fait un 78, la popularité augmente dans 22 régions. On termine donc cette vidéo sur cette deuxième semaine de booking. On va se retrouver dans le prochain épisode plutôt, pour les 2 dernières semaines de booking du mois d'avril et le pay-per-view qui me semble-t-il, est Backlash. Merci de m'avoir regardé, je vous dis à très vite pour le prochain épisode. Ciao tout le monde.